Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce matin à la Maison de l'Artisanat et je vous remercie donc de votre présence à ce colloque sur le thème « Quel accompagnement pour les personnes âgées immigrées ?» Vous êtes aujourd'hui très nombreux et je crois que votre présence montre quel intérêt vous portez à ce sujet. Sont aujourd'hui dans la salle des élus locaux, des responsables de services chargés des personnes âgées dans les conseils généraux, des responsables des équipes des CCAS, de CLIC, les services de l'État et un certain nombre d'associations directement impliquées dans cette thématique. Vous êtes venus de toute la France et je pense que cette journée va être importante dans ce souci d'échanger autour d'un thème qui nous est tous commun et qui nous tient tous à cœur. Notre objectif à tous, donc, c'est d'améliorer l'accès des personnes âgées immigrées vers des dispositifs de droit commun et de partager nos connaissances sur une population que vous connaissez, qui est installée dans notre pays depuis une assez longue durée, voire parfois une très longue durée, mais qui demeure le plus souvent invisible. Notre objet, c'est donc de partager les actions qui sont menées au niveau local par les acteurs que vous êtes, engagés dans les différentes collectivités publics, dans les services publics, dans les associations, c'est de réfléchir ensemble sur les moyens, les méthodes qui nous permettront de mieux prendre en compte ce public des personnes âgées qui doit être appréhendé comme l'une des parties, l'une des composantes de la population âgée en général. Il a été demandé à Madame Mathias Donfu de nous faire part des travaux qu'elle a menés dans le cadre des programmes de recherche de la CNAV et qui introduira ce travail d'échange aujourd'hui. Peut-être avant de commencer nos travaux, un point rapide sur le travail que nous avons engagé dans ma direction, la direction de l'accueil, de l'intégration, de la citoyenneté, sur ce thème des personnes âgées immigrées. Un premier point sur la partie statistique, qui est assez souvent méconnue. Tout à l'heure, j'utilisais le terme d'invisible, mais je crois que c'est assez vrai. Des banalités peut-être, mais mon message s'adresse aussi à l'extérieur et à la presse qui voudra bien le relayer. La population immigrée vieillit, comme la population majoritaire. La population immigrée, c'est 5 millions de personnes en France, mais sur ces 5 millions de personnes, c'est 1,7 million de personnes âgées immigrées de plus de 55 ans. C'est 730 000 personnes qui ont plus de 65 ans, dont 350 000 sont originaires de pays tiers à l'Union européenne, 210 000 venus du Maghreb, 30 000 venus d'Afrique subsaharienne. Ces chiffres disent d'ailleurs en eux-mêmes l'importance de ce sujet. Nous sommes bien face à une population qui représente plusieurs centaines de milliers de personnes. Et même si, il y a quelque temps, dans une réunion, quelqu'un m'a dit « mais en dessous de 2 millions de personnes, ça n'intéresse pas les politiques publiques », au-delà de plusieurs centaines de milliers de personnes, il est temps qu'on s'en occupe. C'est donc un nombre important de personnes âgées qui sont venues d'ailleurs, et ces personnes âgées vivront en France le reste de leur vie. Je crois que ça, c'est très important de le dire aujourd'hui. C'est d'autant plus important que, le disant, on bat en brèche une idée reçue qui s'est propagée pendant plusieurs dizaines d'années et qui a continué, qui continue sans doute d'ailleurs de cheminer dans certains esprits. Ces personnes âgées immigrées ne retourneront pas au pays, y compris comme elles l'avaient parfois espéré ou prévu elles-mêmes lorsqu'elles sont arrivées en France dans les années 50, 60, 70, c'est-à-dire dans le cadre de l'immigration professionnelle. Dans cette population immigrée, il est nécessaire de distinguer les femmes qui sont sans doute
encore plus invisibles que les invisibles de la population âgée, ces femmes qui représentent une partie de plus en plus significative du public, à propos de la population elle-même qu'à propos des foyers travailleurs migrants qui font partie des attributions qui sont les miennes, et repérant dans un premier temps une population qui était une population masculine, isolés en France, c'est-à-dire vivant comme célibataires en France, leur famille étant restée au pays. Mais en fait, assez vite, on s'est rendu compte que cette population, qui vit dans des foyers ou dans des résidences sociales, n'est qu'une petite part de l'ensemble de la population âgée immigrée. En fait, on peut penser même 10% environ de l'ensemble de la population âgée immigrée, dont les 9/10 vivent dans l'habitat diffus et dans des conditions très disparates. Évidemment, la question statistique ne se résume pas à ces chiffres principaux et il sera nécessaire d'avoir des analyses plus fines, comme d'ailleurs il est nécessaire d'en avoir sur la population âgée en général pour mener des politiques publiques adaptées, personnalisées peut-on dire, selon l'âge, l'état de santé, le niveau d'autonomie, l'existence ou non d'un entourage familial, c'est évidemment important, le niveau de ressources. Alors, la question que nous nous sommes posée, et la question qui peut se poser encore, et j'y réponds à l'avance, est la suivante. Faut-il avoir une approche particulière, adaptée à ces personnes âgées immigrées? Si je pose la question, c'est qu'évidemment, la réponse ne va pas de soi. Notre pays dispose d'une politique et d'accompagnement et de dispositifs d'accompagnement du vieillissement qui est extrêmement large et qui couvre tous les cas de figure. C'est un système avancé de protection sociale. Et les étrangers ne sont pas distingués du reste de la population dans cette politique publique à l'égard des personnes âgées. Ces personnes âgées immigrées ont acquis des droits, en particulier la retraite pour ceux qui ont cotisé, et elles peuvent bénéficier par ailleurs de la plupart des dispositifs sociaux et de santé. C'est sans doute pour cette raison qu'on nous oppose encore quelquefois le droit d'avoir une approche particulière sur cette population, certains même évoquant le danger d'une stigmatisation de cette population. Mais à cela je réponds, l'accès aux droits sociaux et à la santé de ce public se pose bel et bien, et c'est d'ailleurs pour ça que je remercie Madame Marie-Vonne Yazid, adjointe au défenseur des droits, d'être ici aujourd'hui et de s'associer à cette journée, parce qu'elle-même, en tant que représentant du défenseur des droits, assez concernée par cette thématique. Ces personnes âgées cumulent en effet, certaines d'entre elles en tout cas, un certain nombre de handicaps liés à la pauvreté, à la précarité sociale, à leurs conditions même d'étrangers, qui parfois les mettent à l'écart d'un certain nombre de ces droits auxquels elles pourraient prétendre. D'autant que les difficultés qui se posent pour une partie de la population dans le grand maquis des procédures administratives et des réglementations se posent avec encore plus d'acuité lorsque les codes d'accès aux institutions et la langue utilisée par l'administration n'est pas directement connue. Je dois dire, nous qui sommes au cœur même de l'institution publique, que lorsqu'on a commencé à travailler, par exemple, sur les droits autour, dans le cadre de la réalisation du guide du retraité, les différents droits, on s'est aperçu de l'extrême complexité de ces procédures qui fait qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait plus d'une dizaine de spécialistes capables de vous expliquer la totalité des droits
qui sont offerts aux personnes âgées en général, hein, et avec des règles extrêmement différentes d'un droit à l'autre d'ailleurs, qui fait d'ailleurs que certains, de toute bonne foi, peuvent ne pas respecter la totalité des devoirs qui sont liés à ces droits. Quand on parle de ce maquis des procédures, je crois que c'est à bon escient parce qu'effectivement, on ne peut pas faire autrement, mais la complexité du droit est telle aujourd'hui que seuls certains avocats spécialisés seraient capables de comprendre la totalité des procédures. Et je le dis parce que ce qui n'est pas directement compréhensible pour quelqu'un de bien informé, voire même de bien formé, est évidemment à peu près incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas un accès direct ou facile à l'ensemble de ces droits. C'est la question donc du non-recours au droit qui se pose pour les professionnels et les services sociaux et qui doit les amener vers l'aller vers la possibilité de médiation, de passerelle, pour permettre ces accès au droit. Dans le domaine de la santé, et on le verra ça lors de la deuxième table ronde de la matinée, il existe de la même façon un écart assez important entre les besoins de santé d'une population qui a subi un vieillissement précoce, en particulier à cause des travaux effectués dans le cadre de la vie professionnelle, et le recours aux soins, qui est, selon nos statistiques, 3 fois moindre que dans la population majoritaire. Évidemment, il faut faire un sort à part pour les personnes qui sont dans un entourage familial et qui, en tant que telles, bénéficient d'une prise en charge de proximité, si je puis dire, et puis ceux qui habitent de façon isolée dans les foyers, dans les résidences, comme je le disais, mais beaucoup aussi dans l'habitat diffus, et parfois dans des conditions parfaitement indignes. Malheureusement, les travaux qu'on peut conduire en région nous en donnent des preuves de façon régulière. Cette raison justifie, je pense, que nous soyons légitimes pour conduire une politique à l'égard des personnes âgées immigrées, sans évidemment en faire une catégorie à part dans l'ensemble de la population âgée. C'est les mêmes droits, ce sont les mêmes approches, ce sont les mêmes procédures, c'est simplement le mode d'accès qui sans doute nécessite des modalités d'accompagnement particulières. Je suis chargé de l'intégration des personnes immigrées, mais je pense que mes collègues, par exemple, chargés des affaires sociales, peuvent aussi trouver d'autres publics qui méritent des approches très particulières en matière d'accès aux droits des personnes âgées. Mais en tout cas, pour la population dont j'ai la charge, moi, je suis absolument sûr que nous devons porter cette action d'accompagnement pour ces personnes âgées. On a mené pour cette raison, depuis 3 ans maintenant, un travail avec un certain nombre de partenaires, des collègues des autres ministères, la Direction générale de la santé, de la cohésion sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les associations spécialisées dans ces questions, des représentants des collectivités locales très impliqués dans ce travail, et nous avons donc tenu de façon régulière une série de réunions dans le cadre de groupes de travail auxquels certains d'entre vous ont d'ailleurs participé et ont largement contribué. Et c'est à partir de l'ensemble de ces travaux que nous avons construit ce colloque d'aujourd'hui. Nous avons affecté à cette action des crédits nationaux, des crédits de mon programme, le programme 104, mais aussi du Fonds européen d'intégration, qui d'ailleurs finance en grande partie cette opération aujourd'hui. Cette politique a été
relayés sur le terrain par les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans le cadre des PRIPI, les programmes régionaux d'intégration des populations immigrées, et avec l'aide des ADLI que nous finançons, donc les agents de développement local pour l'intégration, et en liaison avec les agences régionales de santé qui élaborent les PRAPS, que vous connaissez sans doute mieux que moi, les programmes régionaux d'accès à la santé, qui intègrent même une partie de ces questions, ou en tout cas qui devraient les intégrer partout. Et par ailleurs, nous avons développé un travail de terrain, en particulier là où les ADLI sont présents, dans des départements comme l'Hérault, la Loire-Atlantique, l'Ain et d'autres dont nous parlerons sans doute aujourd'hui. Ce travail, évidemment, est extrêmement important parce qu'il fait écho à un travail qui est accompli au quotidien par des militants, par des bénévoles associatifs, par des professionnels engagés. Et je crois que si aujourd'hui nous sommes rassemblés et si nous avons souhaité cette journée d'études, c'était aussi pour permettre à tous de se retrouver autour de cet objectif commun. Conseils généraux, communes, CCAS, comme je le disais tout à l'heure, CARSAT, ARS, etc. C'est un sujet qui est un enjeu de justice vis-à-vis de ces personnes qui, pour beaucoup, même si c'est un lieu commun de le dire, il faut le répéter, pour beaucoup ont contribué aussi à la construction de la France, de son économie et de sa richesse. Et c'est aussi un enjeu de cohésion sociale pour notre société. C'est tout simplement un enjeu de dignité pour ces personnes âgées qui ont le droit de finir leur vie dans les mêmes conditions que toutes les personnes âgées, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des concepts qui sont aujourd'hui sans aucun intérêt. Je pense donc pour cette raison que cette journée, qui évidemment sera prolongée par d'autres travaux de réflexion, permettra de faire émerger un certain nombre d'expériences, de bonnes pratiques qui pourront ensuite être déployées dans l'ensemble des territoires. Je voulais donc vous remercier toutes et tous de votre présence, remercier tous ceux qui ont accepté de venir témoigner aujourd'hui, et particulièrement donc Marie-Yvonne Yazid, qui servira toute la journée de grand témoin et qui animera les 3 tables rondes, et puis Claudine Athias-Donfu, qui fera une intervention sur les parcours de vie des personnes âgées immigrées en France.